Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu. Et on accueille Philippe Galpa-Bonnaro, vice-président de la métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Bonjour Philippe Galpa-Bonnaro. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous souhaitons revenir avec vous sur la politique d'adaptation du Grand Lyon au changement climatique. Mais pour commencer, le gouvernement vient d'annoncer un plan pour 2023 fondé sur un scénario de plus 4 degrés. Car on le sait, l'objectif de 1,5 degré est dépassé en France. Celui des 2 degrés est proche de l'être. C'est donc à des températures supérieures à 4 degrés de réchauffement qu'il faut se préparer pour la fin du siècle, voire même avant d'ailleurs. On sait également que Lyon est l'une des villes de France qui subit le plus les effets du réchauffement climatique. Alors Philippe Galpa-Bonnaro, on voulait vous poser la question, est-ce qu'on peut s'adapter à une augmentation des températures de 4 degrés ? J'ai envie de dire qu'il va le falloir, puisqu'on va effectivement pas avoir le choix malheureusement du fait que la France, mais pas que la France, mais l'ensemble des acteurs économiques mondiaux et des décideurs politiques n'ont pas fait ce qu'il fallait dans les dernières années et ne font toujours pas ce qu'il faut. C'est ça qui est le plus inquiétant. Donc on va devoir s'adapter. Alors je ne sais pas si ce sera à 3, à 4 degrés, à 5 degrés, à quel moment aussi on va être capable de tenir en fait, parce qu'il y a un enjeu juste de survie, d'habitabilité de la planète qui est en jeu. Voilà, on n'a pas le choix, mais on n'a pas le choix de s'adapter, mais on n'a pas le choix aussi de continuer à chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc à atténuer le réchauffement climatique. Nous, notre posture à la métropole de Lyon, c'est que les grands enjeux, les grands objectifs mondiaux, on ne les maîtrise pas. Par contre, on doit montrer l'exemple sur notre territoire de faire tout ce qu'il faut, et sur l'atténuation et sur l'adaptation. Alors, il y avait un des leitmotifs du mouvement écologiste aux dernières élections qui était la ville désirable. Est-ce qu'à plus 4 degrés, on peut encore parler de ville désirable ? C'est pas évident parce que à plus 4 degrés, on parle de réchauffement global ou on parle de plus 4 degrés sur la ville de Lyon ou sur la métropole de Lyon. Parce que si on est à plus 4 degrés en réchauffement global, sur notre territoire, on est entre plus 6 et plus 8 degrés. Tout à fait. Et là, honnêtement, moi, je ne sais pas comment on vit. Je sais pas comment on vit. Donc, on va partir sur le plus 4 degrés sur la métropole de Lyon. Déjà, ouais. Ça permettra d'avoir un petit peu plus d'espoir et de marge de manœuvre. De tout temps, l'humain, il s'est adapté, il a changé en phase de contrainte. Donc la contrainte est vraiment ce qui nous a amené à évoluer, à nous adapter, à migrer potentiellement, à changer de type d'habitat. Et les contraintes simplement saisonnières sont un bon exemple de comment l'humain est capable de s'adapter. L'été, il est comme là où on est aujourd'hui en t-shirt, etc. Et l'hiver, on met des pulls, on a du chauffage, etc. Donc c'est comment on s'adapte et comment effectivement on en tire des opportunités pour améliorer la vie. Quand on a présenté le projet Rive Droite du Rhône il y a une dizaine de jours, donc tout le réaménagement des quais devant l'Hôtel-Dieu, on voit clairement qu'en plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant la circulation automobile, en facilitant la circulation vélo et piétonne et en plantant des arbres, on améliore aussi le cadre de vie puisqu'on permet d'apaiser globalement la ville, de permettre à des enfants d'aller jouer dehors sans grande crainte de se faire écraser par un camion ou par une voiture. Et donc en fait, moi je crois vraiment, et c'est un peu l'ambition qu'on a sur la métropole de Lyon et conjointement aussi avec les villes de la majorité, c'est que le changement est porteur d'opportunités pour améliorer le cadre de vie, les conditions de vie, la convivialité, réduire les inégalités sociales. Donc c'est vraiment là où on doit trouver des combinaisons de décisions qui améliorent la qualité de vie maintenant, tout en améliorant la qualité de vie dans 50 ans. Et vous évoquiez les objectifs de la métropole juste avant. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces objectifs ? Quels sont-ils ? Alors, c'est pas évident parce qu'on a un plan climat air-énergie territorial qui date de 2019 avec des objectifs qui ont été calculés sur la base des années 2016, 2015, etc. Est-ce que, vous pourriez juste nous expliquer ce qu'est ce plan climat ? Oui. Le plan climat air-énergie territorial, c'est le document cadre, la stratégie du territoire
pour l'amélioration, enfin la lutte contre le changement climatique, l'adaptation et la politique pollution de l'air et politique énergétique. Donc c'est assez global, c'est assez structurant, ça contraint les délibérations et les décisions politiques. Et donc on avait ce vieux plan climat qui était quand même un des meilleurs de France, mais qui, à notre analyse, n'était malgré tout pas suffisant. Et là, à partir de septembre, on va lancer la révision de ce plan climat pour tenir les objectifs, mais à la limite, qui sont les objectifs basiques de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 par rapport aux années 90. Je le dis tout de suite, on va devoir très très nettement accélérer sur ce qu'on fait déjà pour y arriver. On en est où là ? On est à, de mémoire, on est à moins 18%. En 2022, en 2021, on était à moins 18%. Okay. Par rapport à 90, sachant que l'objectif du précédent PCAET, c'était moins 43% en raison de 2030. Okay. Donc globalement, on va 2 fois trop lentement. On est sur une baisse d'1,2% par an, alors qu'il faudrait être à 2,5%. Et à partir de 2030, pour aller jusqu'en 2050, pour atteindre la neutralité carbone, qui était déjà plus ou moins l'objectif du PCAET 2019 et qui sera toujours le nôtre, il faut qu'on passe à moins 4 à 5% par an. Donc c'est juste le changement de rythme, il est vraiment important. Et donc sur les objectifs de la métropole, pour arriver à ce changement de rythme ? On fait beaucoup de choses. Et j'ai souvent envie de dire qu'on a 23 vice-présidents au climat. Je ne suis pas tout seul sur ce sujet et un président aussi pleinement dédié à l'enjeu climatique. Tant sur l'atténuation que l'adaptation, encore une fois. Ouais. Mais globalement, les grandes mesures, qu'est-ce que je pourrais citer ? La mobilité quand même, parce que c'est le sujet en plus sur lequel on a le moins baissé les émissions de gaz à effet de serre ces 10 dernières années, avec une multiplication du budget des transports en commun multiplié par 2 sur le mandat, la création de 3 nouvelles lignes de tram, plusieurs bus à haut niveau de service, le développement du covoiturage, de l'autopartage, et puis surtout les modes actifs, avec une sanctuarisation des trottoirs, le plan piéton porté par Fabien Bagnon, mon collègue, et puis le développement des pistes cyclables, où on aura 250 km de voies lyonnaises, mais pas que, parce que les voies lyonnaises c'est très bien, mais si toutes les autres rues ne sont pas cyclables, c'est compliqué. Donc à chaque fois qu'on refait une rue, on met en place une vraie voie cyclable, quitte à enlever quelques stationnements, quitte à réduire un peu les flux de circulation automobile. La voiture prend tellement de place sur l'espace public qu'un petit peu de baisse, c'est non seulement nécessaire, mais en plus utile, encore une fois, pour le cadre de vie. Ouais. Après, il y a l'enjeu énergétique, où il y a 2 enjeux. Il y a réduire la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables. Réduire la consommation d'énergie, ça passe d'abord par réduire les consommations d'énergie dans le bâtiment, dans l'habitat. Et pour ça, on a Ecorénov depuis 2015, mais qui prend vraiment une accélération là depuis 2021-2022. Les gens, pendant le Covid, ils ont eu le temps de cogiter un peu à leur façon de vivre. Et donc, on a beaucoup de nouvelles demandes. Ecorénov, c'est porté par la métropole, c'est pas porté par l'État. Oui, c'est porté par la métropole. En fait, c'est un dispositif qui vient en complément de MaPrimeRénov', qui est le dispositif national. Okay. Ecorénov' est plutôt dédié aux ménages précaires, aux ménages qui sont en difficulté, parce que c'est eux qui payent les doubles peines. En plus, ils n'ont pas beaucoup d'argent et en plus, ils doivent beaucoup consommer, beaucoup dépenser dans l'électricité ou le gaz. Ce qui est assez effrayant parfois, surtout avec l'hiver qu'on vient de connaître. Et puis, il y a le développement des énergies renouvelables, où chaque kilowattheure qu'on consomme, faisons en sorte de ne plus dépendre d'énergie fossile. Au-delà du fait que c'est pas bon pour le climat, c'est aussi pas bon pour la géopolitique. Parce que quand le gaz, il vient de Russie par exemple, ou quand le marché du gaz est très dépendant de ce qui se passe en Russie et en Ukraine, alors on doit l'acheter en Algérie, on doit le faire venir par des conteneurs et construire des sites, des infrastructures. Des infrastructures, merci, j'ai du mal à trouver mes mots, c'est la chaleur, c'est le réchauffement climatique. C'est compliqué, et puis le pétrole, voilà, on sait d'où vient l'essence, et en fait, voilà, c'est là aussi où réduire la circulation automobile, c'est réduire notre dépendance au pétrole et aux pétromonarchies. Et avant de revenir sur ces questions énergétiques, j'aimerais revenir sur la question sur la distinction que vous faites entre l'atténuation et l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que ça se met en place ? Sur quel projet
Vous pouvez Ouais. nous expliquer tout ça? Alors, on parle beaucoup d'atténuation et d'adaptation, c'est en lien avec les rapports du GIEC, où il y a une partie sur l'atténuation, une partie sur l'adaptation, et puis il y a même une partie sur les risques et la notion de risque et qui va payer les dégâts, en fait. Donc, c'est un sujet qu'on n'a pas encore vraiment sur la métropole de Lyon, mais qu'on pourrait avoir dans les années à venir. Et donc, l'atténuation, c'est comment on réduit les émissions de gaz à effet de serre du territoire. Quand on développe les énergies renouvelables, ou quand on isole les bâtiments, on baisse la consommation d'énergie, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Quand on réaménage l'espace public avec beaucoup plus de voies cyclables, beaucoup plus d'arbres, beaucoup plus d'espace pour que l'eau s'infiltre quand il pleut, là on est dans des politiques plutôt d'adaptation, où on va rafraîchir la ville, essayer d'éviter les îlots de chaleur urbains. Mais, et c'est ça qui est magique avec l'écologie, c'est que l'un sert l'autre. Quand on plante des arbres pour adapter le territoire au changement climatique, des arbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils stockent du carbone. Et ils nettoient l'air aussi. Les arbres permettent d'avoir une meilleure qualité de l'air. Donc en fait, on a souvent des co-bénéfices. Et ça, on commence à le faire comprendre plus largement et on commence à avoir un peu de légitimité. Là, notamment, le président de la métropole vient d'attribuer des aides aux communes et principalement, c'est pour de la rénovation d'écoles et de la végétalisation d'écoles également ou d'espaces publics communaux. Alors, vous parliez d'énergie. Comment on fait quand on est une métropole qui est un territoire, mine de rien, pas énorme à l'échelle nationale et internationale, pour faire évoluer la production d'énergie pour qu'elle soit plus propre? C'est une très bonne question, merci. On a plusieurs leviers en fait. Alors on essaie d'être en avance, on essaie surtout de faire tout ce qu'on peut, mais par exemple, on a un gisement extraordinaire de gaz, quelque part, caché dans les égouts. Les égouts, ils arrivent aux stations d'épuration. Les stations d'épuration, il y a un traitement de l'eau, et derrière, on a des boues. C'est les restes de ce qu'on laisse aux toilettes. Je ne vous fais pas de dessin. Ces matériaux, ces matières sont fermentescibles et donc on peut produire du biogaz à partir des boues de stations d'épuration. Donc c'est le projet qu'on a décidé l'an dernier qui devrait voir les premières injections de mégawattheures à horizon 2028. C'est des choses qui prennent pas mal de temps, mais on aura la production à peu près de 100 gigawattheures par an de biogaz dans les réseaux. Ce qui représente quoi? 100 gigawattheures par an, c'est un petit peu plus que toute la consommation de gaz de l'institution Métropole de Lyon dans tous ces camions de bennes à ordures et dans ces bâtiments. Donc ça commence à être vraiment intéressant. Pardon, je me permets juste, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le gaz, donc c'est du gaz qui serait émis dans tous les cas, du méthane qui serait émis dans tous les cas, qui est un gaz à effet de serre. Oui, enfin, dans le sens où on va éviter. Le gaz, c'est une énergie qui est quand même assez pratique, c'est-à-dire que ça se stocke assez facilement et ça s'utilise soit pour créer du mouvement. Donc, les bennes à ordures ou les bus du Citral sont souvent alimentés au biogaz ou au gaz, et ça permet aussi de produire la chaleur. Donc c'est vraiment une énergie qui est précieuse et qu'il faut garder, mais de faire en sorte que ce soit du renouvelable. Ce gaz, s'il n'est pas biogénique, il sera fossile. Ou alors, il ne va pas remplacer du pétrole, en l'occurrence dans le cadre des véhicules, ou alors il va pas remplacer du fuel aussi, dans le cadre du chauffage. Donc en fait, on transforme à chaque fois les sources d'énergie fossile par des sources renouvelables, et le biogaz est une énergie renouvelable. Et l'idée, c'est de transformer, de brûler la molécule de gaz, soit pour produire du mouvement, soit pour produire de la chaleur. Le gaz en question, c'est du méthane. Et là, on produit du CO2, mais c'est du CO2 qui est dit biogénique, donc qui va être recapté par les arbres notamment, l'océan, les terres, et qui va ensuite réalimenter une chaîne d'alimentation qu'on connaît bien, d'alimentation pour l'humain ou d'alimentation pour les animaux. Et comment est-ce que vous l'intégrez, ce biogaz, dans le réseau via quelle infrastructure? Enfin, vous parliez du chauffage, j'imagine que vous évoquiez le chauffage urbain. Comment est-ce que tout ça se passe? Ouais, alors après on passe avec GRDF, donc, qui est l'entreprise publique de distribution de gaz,
qui a donc ses réseaux un peu partout sur la métropole de Lyon, et donc le méthaniseur sera connecté au réseau de distribution. Comme le méthaniseur, il y a déjà quelque chose qui existe comme ça, c'est à la station d'épuration de la Fessine à Villeurbanne, où on injecte 6 gigawattheures par an de biogaz dans le réseau. Et en fait, après, il n'y a pas une... On ne sait pas parfaitement si la molécule qu'on a produite à la Fessine va être utilisée... on n'a pas le suivi précis de la molécule, mais les bennes à ordures ménagères qui sont au biogaz sur la métropole de Lyon on achète des garanties d'origine qui nous permettent d'être sûr que c'est du biogaz produit en France. Donc voilà, et les réseaux de chauffage urbain, c'est autre chose. On utilise principalement soit les incinérateurs de déchets ménagers, soit des chaufferies biomasse, donc bois énergie, qui vont alimenter actuellement un peu plus de 100 000 équivalents logements, on raisonne comme ça, sur la métropole de Lyon. Et le centre commercial de la Part-Dieu, un grand nombre de bâtiments sur la rive gauche du Rhône. On a 6 réseaux structurants de chauffage urbain sur la métropole de Lyon, et on en aura normalement 2 ou 3 nouveaux avant 2026 pour viser 200 000 équivalents logements raccordés en 2026. Et en quoi c'est intéressant en termes d'émissions, justement, ce réseau de chaleur urbain ? Le réseau de chaleur urbain, il va remplacer des chaudières au gaz. Des chaudières au gaz collectives, voire au fioul. Donc là, encore une fois, on remplace des énergies fossiles par des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable étant principalement le bois. Le bois, c'est aussi une énergie renouvelable. La forêt se régénère en 50-60 ans. Donc on considère que c'est renouvelable. Et surtout, on utilise des coproduits de l'activité industrielle, pas forcément industrielle en plus, sylvicole, ou pour produire des meubles ou du bois d'œuvre, du bois de charpente ou même du bois de la construction bois, on a des déchets de bois qui sont inhérents à cette industrie. On va récupérer ce bois et on va l'alimenter. On va alimenter les chaufferies de la métropole de Lyon pour produire la chaleur. On a aussi de plus en plus d'arbres sur la métropole de Lyon. Le bois d'élagage est envoyé dans les chaufferies urbaines de la métropole de Lyon pour produire du chauffage en plein hiver. Et alors, pardon, je me permets. Comment ça fonctionne pour raccorder justement au réseau de chaleur urbain les logements qui sont déjà existants ? On va sur le site, ça doit être réseau de chauffage urbain.grandlyon.com, quelque chose comme ça. On peut aller aussi sur le site de l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc alec-lyon.org, pour voir si son logement est près d'un réseau de chauffage urbain. D'accord. Et après, on se met d'accord en copropriété pour, là, par exemple, la chaudière, elle est en fin de vie. Chaudière gaz est en fin de vie. La chaudière fuel est en fin de vie. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on en remet une ? Est-ce qu'on met une solution, une pompe à chaleur RR qui n'est pas très, très performante et pas très, très non plus bonne sur les îlots de chauffage urbain, les îlots de chaleur urbain, pardon. Et on décide, et s'il y a un vote en copro qui décide le raccordement, on paye des droits de raccordement. On fait remplacer la chaudière par un échangeur qui va prendre à peu près 10 fois moins de place dans le sous-sol. Et on a un chauffage chauffage eau chaude sanitaire qui est alimenté par le chauffage urbain. Donc c'est une mutualisation de la production de chaleur. Donc c'est une énergie renouvelable locale, parce qu'on a du bois qui vient de 150 km à la ronde, qui est à un prix compétitif par rapport au gaz, et en plus qui a un prix stable puisqu'il est contractualisé avec la métropole de Lyon. Et est-ce que la mise en place de ce chauffage urbain, appuyé notamment sur les incinérateurs des ordures ménagères, elle est compatible avec une politique de réduction des déchets ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Ouais, super bonne question. C'est un vrai bon sujet parce qu'on a effectivement en même temps cet objectif de réduire de 50% les déchets ménagers brûlés dans nos incinérateurs. Et on a l'objectif de réduire de 25% la quantité de déchets brûlés dans nos incinérateurs. Donc si vous voyez bien, il y a un problème. Oui. On baisse de 50% ce qui vient de notre territoire, mais on baisse que de 25% ce qui est brûlé dans les incinérateurs. En fait, l'idée, c'est que les ordures ménagères des métropolitains, ils sont principalement constitués d'eau, parce que c'est des déchets, des repas en fait. Des repas ou des déchets alimentaires, des biodéchets. Les biodéchets, on va les collecter. Vous avez sûrement dû voir arriver des bornes d'apport volontaire de biodéchets sur Lyon notamment. On va les collecter pour les envoyer dans des centres de compostage pour ensuite fournir aux agriculteurs du territoire un compost qui est compatible bio et qui va permettre d'éviter des intrants chimiques et donc de contribuer à l'industrie pétrochimique. Donc ça fait beaucoup de matière en moins dans les incinérateurs et ça fait du coup un meilleur coefficient ça brûle mieux parce qu'il y a moins d'eau dans les incinérateurs.
Et ensuite, on a encore, sur la métropole de Lyon, on a à peu près 5% de déchets qui sont enfouis, parce que les incinérateurs n'ont pas les capacités pour tous les brûler. Et on a surtout un paquet de territoires aux alentours de la métropole de Lyon, du côté de Saint-Étienne, de Vienne, etc., de Roanne, qui enfouissent encore quasiment intégralement leurs déchets. Donc l'idée serait de leur racheter des déchets. Exactement, on va rapatrier ces déchets-là qui polluent les nappes et qui sont vraiment la pire solution en termes de traitement de déchets, c'est l'enfouissement. La moins pire au-dessus de ça, c'est l'incinération. Alors on ne dit pas que c'est parfait, hein, mais on a tellement de déchets encore dans notre mode de vie, notre mode de vie occidental, hein, on est comme ça, et d'ici à ce qu'on n'ait plus du tout de déchets, ni à brûler, ni à enfouir, c'est notre idéal de société, mais on ne va pas y arriver avant des dizaines et des dizaines d'années. Donc en attendant, plutôt que d'enfouir et de polluer les nappes et de donner des cadeaux aux générations futures, on va plutôt rapatrier des déchets de Saint-Étienne, de territoires voisins, ce qui leur permet d'avoir un exutoire, parce que bientôt ils n'auront plus le droit d'enfouir aussi. Ça leur donne un exutoire, et nous, ça nous fournit de l'énergie pour le chauffage des habitants de la métropole de Lyon. Et en termes d'énergie, vous travaillez également sur les questions de photovoltaïque. Comment est-ce que vous arrivez à déployer cette énergie à l'échelle de la métropole ? Alors c'est aussi un gros sujet. Là, on s'est concentré sur les énergies thermiques, et je rappelle quand même que les besoins d'énergie en France, c'est plus de 50% pour la chaleur. Ouais. C'est toujours un truc que j'aime bien rappeler. Sur le photovoltaïque, on part de très loin. Disons qu'on a un objectif de multiplier par 4 la production d'énergie photovoltaïque avant 2030 et même le plus tôt possible. L'idée, c'est déjà de montrer l'exemple, nous, sur notre patrimoine. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour solariser une dizaine de toitures de collèges de la métropole de Lyon. Okay. La ville de Lyon a fait la même chose il y a 6 mois environ. Et le syndicat de gestion des énergies qui regroupe les autres communes de la métropole de Lyon vient de le faire par mon intermédiaire, parce que je suis aussi vice-président de ce syndicat, pour solariser une 50aine de sites sur le patrimoine communal des communes de la métropole de Lyon. Donc déjà, montrer l'exemple, c'est pour moi la base si on veut être crédible. Après, on va faciliter les procédures. Dans le cadre du PLUH et dans le cadre du référentiel habitat durable, qui est un peu la charte sur laquelle les constructeurs s'engagent pour aménager les zones d'aménagement concertées sur la métropole de Lyon, on impose quasiment, on fait en sorte que les bâtiments soient PV ready à la construction pour que ce soit facile ensuite pour les copropriétaires ou le gestionnaire d'exploiter une centrale photovoltaïque en toiture. Et après, donc, il y a le PLUH où on va, dans le cadre de la modification numéro 4 qui va arriver là dans les mois à venir, pareil, essayer d'imposer au maximum la solarisation des parkings, la solarisation des toitures, en lien aussi avec la loi d'accélération sur les énergies renouvelables qui a été votée récemment. Eh bien, merci beaucoup Philippe Gaplavonaro. Malheureusement, le temps nous manque, on a encore plein de questions à vous poser, mais ce sera pour la prochaine fois. Exactement. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur Radio Anthropocène. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Street Actu. Street Actu. Street Actu. Actu.